L'échiquier international, soyez les bienvenus. Passeurs de mots, ils font figure parfois de pont entre les contrées et longitudes. Receleurs de la langue, ils embarquent les effluves du mot Algérie en plus de leurs plumes par-delà les frontières, les syllabes, le rythme, les silences, la cadence de la ponctuation pour en faire des trames et tisser au fur et à mesure une œuvre qui est retranscrite ailleurs, loin de la lourdeur du traitement médiatique parfois et le ressentiment de certains. Et c'est l'un d'eux, un ambassadeur de la littérature que nous recevons aujourd'hui, sans doute le plus important parmi nos littérateurs, traduit en 50 langues, un des plus lus au monde, lauréat d'une pléthore de prix internationaux. Le 7e art a développé un béguin pour lui, l'échiquier international a pour thématique la littérature, mais pas que, à tout de suite. Il a souvent écrit sur la violence tout en dégageant une forme de sérénité, un apaisement. On va lui poser la question. Yasmina Khadra, bonsoir. Bonsoir ou Sahara Mdankoum. Vous êtes l'écrivain algérien le plus lu au monde. Vous êtes publié dans 50 langues. Il faut pas le dire. Dans 50 langues à peu près, je le dis quand même pour nos téléspectateurs. Vous venez de rentrer d'une tournée espagnole. Vous avez eu plusieurs distinctions d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous fait de vous entendre dire que vous êtes l'écrivain algérien francophone le plus lu dans le monde, disons-le directement, pourquoi pas? Eh ben, ça pourrait inciter beaucoup de jeunes écrivains à croire en leur plume et à essayer de faire autant que moi. Je suis la preuve que l'Algérien peut parler au monde, donc ils n'ont pas de complexe à se faire. Ben voilà, message optimiste, ça commence bien. Vous avez reçu, je le disais il y a quelques semaines en Espagne, le prix Pepe Carvalho au festival Becén Negra. Vous avez des lecteurs partout dans le monde, en Allemagne, au Mexique, au Brésil, en Espagne, on vient de le voir, en Belgique. Mais concernant la France, on est obligé d'en parler, il y a une forme de distanciation avec les institutions littéraires. Pourtant, vous êtes un ambassadeur de la francophonie, vous êtes prolifique. Comment vous expliquez ça? J'ai même obtenu la Légion d'honneur pour avoir permis à la langue française de rayonner un peu partout. Mais ce qui se passe ici, c'est surtout politique. Ça n'a rien à voir avec les citoyens français. Moi, j'ai un lectorat qui me soutient. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, la salle était pleine. Il y a 1 semaine, la salle était pleine. Il y a 3 semaines, la salle était pleine. Donc, il y a un lectorat qui est très attaché à ce que je fais et qui m'encourage et qui me soutient partout. Donc, je crois qu'il faut dissocier ce qui est politique de ce qui est humain. En France, bon, il y a une dent contre l'Algérie et une dent contre les Algériens qui ont le sens de l'honneur. Ils ont toujours voulu refaire ce qu'ils avaient fait pendant la colonisation, à savoir choisir les caïds les plus vils et les plus ignobles contre les caïds braves et patriotes. Eh bien, ça continue tout simplement. Mais moi, ça ne me pose pas de problème. Je peux dénoncer, mais ça ne me pose aucun problème puisque je suis très bien reçu ailleurs dans le monde. On a dit souvent que vous étiez l'écrivain de l'apaisement ou voire de l'optimisme, de la tranquillité. Pourtant, vous avez écrit sur pas mal de violence quand on lit vos ouvrages. Mais c'est normal, quand on vit la violence dans la rue ou dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous écrase, qui nous fracture. Mais quand on rencontre cette violence dans un livre, ben, nous avons une souveraineté sur elle. Nous pouvons la comprendre, nous pouvons l'analyser, la cerner, peut-être même trouver des solutions. Voilà, moi j'écris non pas sur la violence, mais sur le monde qui est aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est pas la violence qui me fascine, mais c'est le monde qui part en vrille, qui me préoccupe et qui m'interroge. Donc, j'écris pour essayer de prouver que ce n'est pas une fatalité, c'est tout simplement l'aboutissement de pas mal de dérives, d'inattention, et voilà. Alors, Et à travers mes livres, j'apporte moi un éclairage qui pourrait permettre à beaucoup de gens de comprendre ce qui se passe ailleurs que sous leur propre toit.
Alors, Moritori, à quoi rêvent les loups, les hirondelles de Kaboul, l'attentat, ou bien les sirènes de Bagdad, une liste non exhaustive de vos livres, il y a une trentaine en tout, des livres qui diagnostiquent, oui, enfin on va dire, qui diagnostiquent la violence, ou en tout cas les raisons de la violence, ses racines de notre monde, et qui parlent aussi de politique. Beaucoup de vos livres parlent de politique, mais il semble qu'il y a un changement de ton avec votre dernier ouvrage, Cœur d'amande. À travers la figure du petit Nestor, vous célébrez, il y a un changement de ton, hein, vous célébrez les choses simples de la vie, l'amitié, les relations tendres et humanistes. Comment comment vous expliquez ce changement de ton? Vous êtes en train de nous peindre au milieu d'une devanture de désespoir, une espèce de miracle à travers des petites gens. Là, le miracle existe et existera toujours. Hein. Le miracle, il est dans les esprits, il est dans le cœur des gens, il est dans cette bienveillance qui s'oppose à l'adversité. Moi, j'ai écrit ce livre parce que moi-même, j'avais besoin d'un apaisement. J'avais besoin de me retirer quelque part où il fait bon vivre, où vivre ensemble n'est plus un danger, au contraire, c'est une invitation à la sérénité, à l'émancipation de soi. Et donc, j'ai trouvé que Barbès était l'endroit le mieux approprié, plutôt le plus illustratif de ce besoin de vivre ensemble dans la diversité et sans qu'il y ait de charlatans ou de chahutants ou de singes hurleurs comme il en existe maintenant sur des plateaux de télé des chaînes info françaises. Et prouver que euh, savoir, enfin, essayer de trouver son bonheur à partir de petits bouts de choses, c'est beaucoup mieux que cette harangue ou cette diatribe qui est tout le temps en train de faire croire à certains charlatans qui sont capables de fasciner les masses et de devenir un jour président. Voilà, vivre simplement, c'est peut-être la plus belle façon de vivre. Alors, dans Cœur tendre, vous écrivez: J'ai souvent touché le fond, sauf qu'à chaque fois, à chaque tasse bue, je remonte plus vite qu'une torpille. Renié par ma mère pour anormalité physique, je me réinvente au gré de mes joies. J'aime rire, déconner, me faire mousser et rêver de sacres improbables. J'ai appris une chose dans la vie: pour se dépasser, il faut savoir prendre son pied là où l'on Là traîne où l'on prend l'autre. l'autre. Même Oui. avec des béquilles ou avec des prothèses, je continuerai de marcher dans les pas du temps en randonneur subjugué. Je ne lâche rien. Yasmina Khadra. N'est-ce pas le plus beau message que l'on puisse adresser aux gens qui sont un petit peu dans la désespérance ou dans l'incertitude, de leur dire que vous êtes capable de vous relever, quels que soient les coups que vous recevez, quelles que soient les désillusions, quels que soient les échecs, vous pouvez toujours vous relever. Et c'est ma conviction. Moi, j'essaie d'aider ceux qui ont besoin d'entendre justement cet appel à la résilience et à la rédemption. Moi, C'est une ode. C'est moi-même, une. j'ai traversé des moments difficiles aussi dans ma vie. Et puis, ce sont des livres qui m'ont permis comment dirais-je, de me restituer à moi-même. Voilà, j'essaie de faire la même chose. Mais pour revenir à la toute première question, à la question que il n'y a pas eu de changement de temps. Moi, j'ai toujours diversifié et je me suis diversifié à travers tous mes livres. J'écris sur l'amour, sur la violence, sur la stupidité, sur la bêtise, il y a pas mal de choses. Moi, j'aime me diversifier. C'est ça, justement, qui fait ma force, peut-être. Alors, on reste encore un petit mot encore sur votre livre Cœur d'amande, qui sonne comme un conte une espèce de conte de Charles Dickens, peut-être revisité. Alors, tous les grands créateurs ont rendu un hommage à la vie, finalement. Vous pensez quoi de cet hommage que d'autres créateurs ont fait avant vous? Finalement, c'est leur première mission de rendre hommage à la vie, malgré le C'est une pessimisme, malgré le vocation. C'est monde. pas une mission, c'est une vocation. Parce que, vous savez, la littérature propose deux sortes d'écrivains. Il y a les écrivains magnifiques et il y a les écrivains maléfiques. Donc, c'est à vous de choisir la voie que vous voulez tracer pour atteindre votre objectif. Si vous voulez vraiment vous épanouir et réapprendre à vivre ou vous réinventer dans le meilleur, sous d'autres cieux qui sont cléments, qui sont porteurs
de belles choses dans votre vie, ben, ça dépend de vous. Mais si vous voulez choisir l'écrivain qui vous parle de haine, de discorde et tout, c'est votre droit. Donc, c'est comme le livre sacré, qui m'a fait le Coran qui est kulchi. Coran, tu veux devenir un brave. Il y a des versets pour ça. Tu veux devenir un maître ignoble. Il y a des versets pour ça. Donc, c'est une question de choix. C'est ça l'équilibre de toutes choses. Mais à bien regarder le monde, Yasmina Khadra, ce monde qui est sous tension, on parle de la Troisième Guerre mondiale, souvent, en tout cas c'est un débat qui est prégnant. Quand on voit par exemple le génocide palestinien avec des bombardements qui perdurent toujours, vous-même vous avez écrit sur la décennie noire qu'a connue l'Algérie Ça avec... n'a rien à voir, la décennie noire. Ça Oui, n'a rien mais à voir avec ce qui se passe à Gaza je ou comprends, dans non, mais Palestine. je parle de séquences noires qui ont secoué le monde et qui nous incitent au pessimisme. Vous avez écrit ça dans votre livre qui s'intitule À quoi rêvent les loups. Alors, j'en viens à ma question maintenant. Que peut un écrivain finalement? Quelle est sa mission face à un monde en désunion constante et qui flirte souvent avec la violence? Exactement ce que peut un charlatan qui essaie d'arranger les foules. Il y a des gens qui sont là pour essayer de dire aux gens que rien ne va plus, qu'il faut se battre, que l'étranger c'est l'ennemi, il y a qui prônent la xénophobie, et puis il y a d'autres qui essaient de dire aux gens calmez-vous, le monde a toujours été comme ça, le monde a été conçu pour être imparfait et que notre devoir, notre mission, notre vocation, c'est justement de négocier ces imperfections. Voilà, c'est l'écrivain fait exactement le contraire de ce que font tous les va-t-en-guerre et tous les semeurs de discorde et les pyromanes qui essayent d'incendier la planète et les esprits avec. Alors aujourd'hui, vous avez parlé de charlatans, de pyromanes. Certains tentent de vider peut-être la mémoire du combat révolutionnaire algérien, en tentent de toucher à cette mémoire algérienne, cette mémoire nationale. On écrit aussi, quand on est littérateur, pour la mémoire. C'est vrai pour les victimes du terrorisme hier que pour l'histoire révolutionnaire. Oui, on écrit, chaque écrivain, on n'est pas obligé. Vous savez, la littérature, ce n'est pas une obligation de sujet. C'est à l'inspiration de l'écrivain, c'est à son imaginaire, à ce qu'il voudrait vraiment faire transmettre à ses lecteurs. Donc, il y a des gens qui peuvent très bien réussir sans parler de violence. Et il y a des gens qui peuvent très bien réussir en écrivant des livres comme des livres à l'eau de rose. Donc moi, je suis quelqu'un qui est préoccupé par le devenir de mes enfants et des générations de demain, et j'essaie, dans la mesure du possible, de réagir, d'apporter quelques éclairages sur des nébuleuses qui tentent de nous enténébrer. Voilà, c'est... Alors Yasmina Khadra, parlons d'autre chose si vous le voulez bien. Sur la place prépondérante des écrans, les écrans sont partout, les gens sont pendus à leur téléphone ayant renoncé au bonheur de la lecture. Les réseaux sociaux et leurs algorithmes, loin d'être neutres d'ailleurs, car cela vise à chambouler nos comportements, nos rapports sociaux, nos habitudes, comme qui diraient les sociologues. Est-ce qu'un tel monde vous inquiète? Terrifiant. Il est terrifiant, vraiment. Moi, j'appartiens à une génération qui a goûté un peu de tout. J'ai 70 ans, donc on n'avait pas de téléphone portable à l'époque, on pouvait aller au cinéma, on avait des bouquins à lire, et puis surtout les Algériens des années 1970, c'était de grands lecteurs, des Algériens, des Algériennes. Hein. Moi, je me rappelle, il y avait des librairies partout et on attendait toujours les nouveautés. La presse parlait beaucoup consacrait des pages et des pages à la littérature, à la culture en général. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On marginalise de plus en plus cette vocation, cette générosité qu'on appelle la littérature. Il y a des quotidiens en Algérie qui n'ont même pas de rubrique culturelle. Donc, c'est vous dire que ce n'est pas seulement la faute aux jeunesses qui se laissent happer par les écrans de leur, comment on appelle ça, de leur smartphone. Non, non, il y a aussi une politique générale qui fait que tout ce qui permet à l'esprit de s'épanouir et de réfléchir par lui-même n'est pas tellement accepté. Même au niveau des chaînes info, ici en France, qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours le même sujet, toujours les mêmes amalgames, les mêmes stigmatisations. Vous savez, je n'ai fait qu'une une seule, comment on appelle ça, conférence
une seule conférence de toute ma vie. Ça a été en 2001, à Berne, en Suisse. Et cette conférence s'intitulait l'élevage cathodique de la télé ou la cheptélisation des masses. Vous ne pouvez pas imaginer les spots publicitaires, plutôt le désastre que causent les spots publicitaires sur l'esprit. Le fait de revoir toujours la même chose, la même stupidité. En fait, on adapte une sorte de néantisation d'autre chose. On est complètement l'otage de de ces choses avec lesquelles on nous bombarde à la télé, avec lesquelles on nous bassine à la radio et avec lesquelles on nous mobilise à travers la presse écrite. On est harponné, donc, effectivement. Oui, on est harcelé. Donc le monde, moi, c'est terrifiant de ne pas voir. Bon, dans mes rencontres, il y a surtout des personnes adultes, il y a de rares jeunes. Mais quand même, je fais pas mal de lycées. J'essaie d'initier les gens ou les éveiller à la nécessité pour eux de retourner au livre, qui est le meilleur compagnon d'être humain. Alors, Yasmina Khadra, pardon, oui. allez-y. Eh ben, figurez-vous, moi, de temps en temps, je rencontre des gens, des universitaires algériens. D'accord? Ils me disent bravo pour ce que vous dites. Bon, on n'a pas encore lu vos livres. Je n'en revenais pas. J'ai dit, mais quand même, est-ce qu'on peut être universitaire et être si indifférent aux livres? Je ne comprends pas. Il y a des choses qui m'échappent. Alors, il y a quelque temps, j'ai reçu, il y a peut-être une année, il y avait une dame qui passait son doctorat en littérature. Et elle m'a avoué qu'elle n'a jamais, au grand jamais, lu un seul livre. Pas un de mes livres, pas un seul livre. Et elle préparait son doctorat en littérature. Racontez-moi cette ineptie et je vous dirai comment ira le monde demain. Alors, restons sur le sujet justement. Et cette langue française à laquelle vous rendez hommage, la langue française, cette langue métissée, infusée de mots qui viennent de l'arabe, de contrées africaines, une langue qui n'appartient pas aux Français exclusivement au vu de l'histoire et au peuple qui la sculpte, ce fameux butin de guerre, Dixit Kateb Yassine. La langue française fait partie du patrimoine algérien, il faut le dire. Certains idéologues l'oublient souvent, mais l'acte fondateur de l'Algérie, c'est-à-dire le congrès de la Soumam de août 56, a été écrit en langue française, Yasmina Khadra. Vous rendez hommage à cette langue? J'en profite. Je ne sais pas si je lui rends hommage, mais j'en profite au maximum. Et je lui serai toujours redevable pour ce qu'elle a fait de moi. C'est grâce à la langue française que je suis aujourd'hui dans 62 pays, traduit en 58 langues. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'atteindre un tel niveau. Et je le dois justement à la magnificence de cette langue. Bon, il y a des gens, bien sûr, qui s'insurgent contre cette langue parce qu'elle nous rappelle une triste mémoire. Elle nous rappelle le colonialisme, le joug colonial, toutes les atrocités et toutes les souffrances qu'ont subies les Algériens. D'accord, mais ça, c'est une chose, ça s'appelle l'histoire. La langue, ce n'est qu'un outil. C'est un outil. Et la littérature, ce n'est pas une question de langue, c'est une question de verbe. Nous pouvons écrire dans la même langue, vous et moi, ben on ne pourra jamais atteindre la même comment dirais-je, la même force, ni la même conviction. Donc, non. Ceux qui prêtent... Moi, je me rappelle, il y avait même au début, quand la présidence algérienne a décidé de privilégier l'anglais à la langue française, beaucoup d'Algériens m'ont écrit en se gossant, ouais, vous êtes foutus, voilà, plus personne ne va vous dire. J'ai dit, écoutez, pourquoi? C'est en anglais, j'ai 17 livres traduits en anglais. En chinois, j'en ai 6 ou 7. Dans quelle langue vous voulez? Vous ne pouvez pas m'échapper. 50 langues, et puis, effectivement. Oui, 58 langues. 58 langues. Et c'est à ma connaissance, hein, parce qu'on m'a parlé d'autres contrées, mais je n'ai jamais eu de livre entre les mains. Alors les mots donc, sont... Ce qu'il faut, il faut butiner dans tous les jardins pour faire son miel. Moi, je suis jaloux des polyglottes. Vraiment, je suis extrêmement jaloux. J'ai un ami, Petros Markaris, qui est un très grand écrivain grec et qui parle 7 langues. Et chaque fois que je suis avec lui, on est souvent invités ensemble parce qu'on fait aussi des romans policiers et tout. Moi, je reste comme une espèce d'ombre chinoise écrasée contre le mur. Et lui, il est là, il est vivant parce qu'il réagit à tout, il parle de tout, il n'a pas besoin d'interprète.
Il faut, les langues, c'est merveilleux. Il faut que les Algériens parlent 10 langues. L'Algérien, pour vivre, il faut qu'il parle 10 langues. Voilà, pour transcender, pour aller à la conquête du monde, il lui faut parler plusieurs langues. Alors Yasmine Khdara, les mots sont aussi une affaire de transmission. En parlant de mots, lequel est votre préféré, tiens? Voilà, tous les mots me sont préférés. Il n'y en a pas un qui vous vient à l'esprit comme ça, Oh, surtout en ce moment. peut-être pardon. Le pardon, c'est un mot qui me sied parfaitement. Votre livre de référence? Le mien ou À part le vôtre, à part les vôtres, un livre de référence. Il y en a beaucoup. Je n'ai pas le droit de dire le livre. Il y en a plusieurs. Il y a le quai aux fleurs ne répond plus de Melek Haddad. Il y a les jours de Taha Hassin. Il y a les livres de Gogol, de Dansenbeck. La littérature, il ne faut pas la hiérarchiser. Il faut tout simplement la prendre telle qu'elle est et en faire ce que nous voudrons qu'elle en faire. Voilà, si c'est une générosité, ben qu'elle le soit, ainsi jusqu'à la fin des temps. Quel est votre livre qu'on peut trouver sur votre table de nuit? Quel est votre livre du moment, tiens? Les livres du moment, qu'est-ce que je suis en train de lire aujourd'hui? Bon, en vérité, c'est le livre d'un ami. Un jeune écrivain qui m'a proposé de lire son livre. Je ne l'ai pas encore fini. Il a envie que je lui dise ce que j'en pense. Et si Yasmine Khdara était un roman, lequel il serait? Le Petit Prince, c'est sûr. Saint-Exupéry. Ouais. Finalement, Yasmine Khdara, pourquoi lire et pourquoi écrire? C'est pour ne pas être un ignare et pour ne pas être un troglodyte. Et si vous aviez un conseil pour un jeune écrivain? Il faut qu'il ait un métier à côté. Il faut impérativement qu'il travaille bien à l'université et qu'il décroche un bon boulot. Comme ça, la littérature pour lui ne sera pas une contrainte et il ne sera pas l'otage justement de ses productions littéraires. Il faut accéder à une certaine sérénité et lorsqu'on a un travail, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas besoin de trop, de trop s'investir dans un texte pour vivre, on aura peut-être la force et la possibilité de bien s'investir dans un livre. Mais il faut vraiment impérativement avoir un métier à côté parce que le métier de l'écrivain n'est pas fiable. Vous pouvez avoir un succès puis voir ce succès disparaître. Vous pouvez, et tous les écrivains ne vivent pas de leur livre quand même. Il faut le rappeler. Dernière question, Yasmine Khdara, qu'est-ce que vous évoque le mot Algérie? Moi, je l'ai dit, l'Algérie, c'est quoi? Pour moi, c'est une alchimie fantastique. Voilà, l'Algérie, c'est tous les amis que j'ai adorés, que j'ai admirés, qui ne sont plus de ce monde, tous les gens qui sont morts pour que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. C'est le grand combat, c'est surtout la dignité, parce que l'Algérie, moi, je suis fier d'appartenir à cette nation qui a, jusqu'à maintenant, qui s'est montrée digne, malgré tous les problèmes qu'on a. L'Algérie, c'est pas le paradis. On a beaucoup de défauts, on est en retard sur beaucoup de choses, mais quand même, on a cette dignité qui nous rend presque, qui nous situe au-dessus des autres nations. Regardez notre attitude par rapport à ce qui se passe à Gaza. Nous sommes l'un des rares pays à condamner et à dénoncer le génocide, alors que d'autres grandes nations ferment leur gueule et nous parlent de conscience et nous parlent de valeurs. Voilà. Nous, on ne parle pas de valeurs, on ne parle pas de conscience, mais on les exerce. Il y a des actes. On les exerce. Voilà. Yasmine Khdara, merci d'avoir été des nôtres. Content d'avoir pu échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Inch'Allah. Inch'Allah. À bientôt. L'échiquier international se conclut. Merci de votre attention et fidélité. Bonne soirée et je vous dis à samedi.